Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Et merci d'être à notre écoute sur Sud Radio, 9h32. Voici le moment du grand débat pour la grande confrontation avec vous, Benjamin. 2024 est-elle l'année de l'espérance pour l'Ukraine? On vous pose la question également sur X. Vous n'hésitez pas et vous y répondez. Selon vous, l'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre contre la Russie? Vous dites non à 91%. Pour en débattre et pour en parler ce matin, vous recevez, Benjamin, le général Dominique Trinquant, qui est l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont, et également Aline Lebaille-Crémer, qui est journaliste, cofondatrice de Stand with Ukraine, rassemblement en soutien à la résistance ukrainienne. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de ce sujet. Peut-être qu'on a un peu oublié avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, même si la situation reste très compliquée en Ukraine. Aline Lebaille-Crémer, on a parlé notamment bien depuis ce matin de ces bombardements qui ont lieu, qui continuent avec l'Ukraine de nouveau visée cette nuit, ce matin. Quelle est la situation sur place en ce moment ? Des bâtiments civils sont attaqués, donc c'est une attaque massive. Il y a au moins un mort à Kiev, un mort à Kharkiv. Il y a plusieurs blessés. Donc ça s'inscrit dans une série noire de bombardements massifs sur l'Ukraine, sachant que le 29 décembre dernier, il y a eu l'attaque la plus massive depuis le début de la guerre, lancée sur l'Ukraine par la Russie. Donc il y a une grosse inquiétude. L'Ukraine a besoin désespérément de systèmes de défense anti-aérien. Parce qu'on le savait, la Russie allait lancer cet hiver une tentative de saturation de ces systèmes. C'est exactement ce qui se passe, et donc on implore, on exhorte, on supplie le monde de soutenir l'Ukraine, de soutenir le ciel ukrainien, parce que c'est majeur, sachant que la Russie va s'en prendre aux civils, va recommencer, n'a pas renoncé, sachant que son but de guerre est de détruire l'Ukraine. Donc c'est exactement ce à quoi on assiste, et l'Ukraine, encore une fois, a besoin de systèmes de défense anti-aérien pour se défendre et survivre. Soutien matériel, soutien financier, on va y revenir bien sûr ce matin à travers ce débat. Général Dominique Trinquant, c'est vrai qu'on assiste à une période des fêtes en plein hiver, où au final on a une situation qui reste encore très compliquée, très tendue, avec des bombardements qui s'intensifient. C'est une situation nouvelle, différente de l'an dernier ? Alors, pas tellement en fait. L'an dernier, la Russie, de la même façon, a voulu couper toutes les sources énergétiques ukrainiennes, et donc il y a eu des frappes très importantes. Donc c'est la même chose. Je regardais la météo se durcit la semaine prochaine en Russie. Oui. En Ukraine, pardon. Oui. Et donc, oui, couper l'énergie, frapper les structures civiles. Alors, vous savez, le mensonge fait partie de l'ADN du régime en place actuellement à Moscou. Et donc, c'est assez exceptionnel d'entendre, j'entendais le président Poutine parlant à un certain nombre de soldats russes hier, puisqu'il était dans un hôpital, et disant, de toute façon, nous, on ne va frapper que des cibles militaires. Alors qu'on sait bien que ce sont des frappes civiles. Deuxième point, il joue très bien de son rôle au Conseil de sécurité, parce qu'il y a des frappes quasiment tous les jours contre des sites ukrainiens, mais il y a eu la semaine dernière une frappe à Belgorod, et là, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni. La Russie a demandé une convocation. C'est-à-dire qu'il y a un deux poids deux mesures avec cette Russie qui pèse davantage finalement. Merci de sortir ces mots, parce qu'on parle toujours des deux poids deux mesures dans l'autre sens, mais là il y a effectivement deux poids deux mesures. C'est-à-dire que la Russie considère que ce qu'elle fait c'est normal, mais ce que fait l'Ukraine c'est pas normal. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le discours russe aujourd'hui, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit le président Poutine hier aux blessés. Il disait en gros, nous on n'en veut pas l'Ukraine, vous comprenez ? Nous finalement, c'est la guerre contre l'Occident, parce que c'est l'Occident. C'est pas l'ennemi. C'est ça, c'est très étonnant d'entendre ça. C'est qu'en fait l'Ukraine n'est pas l'ennemi, c'est ce que dit Vladimir Poutine. Mais finalement, ceux qu'il vise, ce sont les pays occidentaux, quoi. Voilà. Et en prétendant que c'est bien sûr les pays occidentaux que qui leur ont attaqué soutien à l'Ukraine, c'est une façon finalement de s'en prendre à la Russie. Exactement. Donc on sent qu'il y a un virage, et il rajoute finalement nous on est prêt à toute négociation maintenant, mais attention à nos conditions.
C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, sur le terrain, après les espoirs que nous avions formulés dans l'offensive qui a commencé au mois de juin et qui a échoué, le flottement entre le commandement militaire et le président Zelensky, tout est revenu dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un front ukrainien qui est ressoudé, mais qui est ressoudé pourquoi ? D'abord pour tenir. Pour tenir sur les positions, parce qu'il n'y aura pas d'offensive, et puis attaquer sur d'autres fronts. Alors on a vu la mer Noire, on a vu la Crimée, on voit la guerre psychologique qui est extrêmement importante, parce que les moyens mis en place par la Russie sont considérables. Donc on est vraiment à un tournant important dans lequel effectivement il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Alors l'Europe l'a très bien démontré en ouvrant la possibilité à l'Ukraine de rejoindre procédure d'adhésion qui a été ouverte. Les fameux 50 millions que M. Orban bloque seront probablement débloqués en janvier. Il faut rappeler que ce sont 50 millions pour 2025-2027. 2024, l'argent est déjà sur la table. Milliards, oui, bien sûr. Milliards, oui, pardon. Ouais. L'argent est déjà sur la table pour 2024. Donc du côté européen, j'ai pas trop d'inquiétude. Du côté américain, c'est plus embêtant. Aline Lebaille-Crémer, vous partagez cette notion déjà de 2 poids 2 mesures, et est-ce que vous êtes inquiète ou pas concernant les financements débloqués ou pas du côté de l'Europe et des États-Unis ? 2 poids 2 mesures dans la mesure où, c'est le cas de le dire, la Russie instrumentalise tout ce qu'elle peut partout où elle est, partout où on la laisse entrer, partout où on la laisse opérer et répandre sa propagande empoisonnée, selon les mots du Premier ministre tchèque. En fait, il faut qu'on soit étanche. Parce qu'à chaque fois qu'on laisse un pied des agents russes, officiels ou officieux, de toute façon, il y a une forme d'inversement de la charge de la preuve et d'instrumentalisation de chaque cadre. Et c'est exactement ce qui se passe, ou la tentative qui a été effectuée au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, de saluer quand même la réaction ferme de beaucoup de pays dans ce cadre. Donc les Tchèques ont une réaction exemplaire, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont été convoqués par la Russie, parce qu'il y était question d'armes tchèques dans la frappe de Belgorod, sur ce qui s'est passé à Belgorod, que les Tchèques ont balayé d'un revers de main. On ne sera pas convoqué par la Russie et il est hors de question de laisser se propager la propagande empoisonnée de la Russie, parce que c'est ça qui est en train de se passer à plusieurs niveaux. Sur la question de l'inquiétude sur les aides, sur les aides financières, est-ce que vous partagez finalement l'optimisme du général Dominique Trinquant sur le déblocage côté européen de cette aide financière ? Vous êtes plus inquiète sur celle des États-Unis ? Comment dire ça ? Pas inquiète sur la question de l'Europe, parce qu'il faut se rappeler quand même que les Ukrainiens protègent aussi l'Europe. Les Ukrainiens, en ce moment, ils sont un rempart. La Russie, pour ceux qui suivent depuis 2 ans, voire plus, beaucoup plus, depuis exactement 10 ans, le dit. Elle l'écrit, elle fait la guerre à l'Occident, elle fait la guerre à nos valeurs, ça passe par l'Ukraine, mais ils iront plus loin. Les États limitrophes de la Russie, qui sont voisins de la Russie, à savoir les Baltes, les Polonais, s'arment, sont très inquiets et savent très bien qu'ils sont les prochains sur la liste, comme les Moldaves, comme les Roumains. Et d'ailleurs, on constate que la Russie grignote. Il y a la question de la fameuse guerre hybride, c'est-à-dire qu'ils tentent de déstabiliser, ils tentent, encore une fois, de s'infiltrer, de propager leurs idées et leur influence. Et c'est ça qui se joue. Donc du côté européen, à part Orban, les 26 sont d'accord depuis un petit moment. Donc ils bloquent de façon institutionnelle, de façon organisationnelle, mais sur le fond politique et des valeurs, ils vont trouver une solution. Ça paraît évident, et encore une fois, notamment avec les réactions qu'on a vues au Conseil de sécurité, les choses étaient assez fermes sur qui fait quoi en ce moment dans cette région du monde. Donc de vous rappeler... êtes confiante du côté européen, du côté des États-Unis, où l'enveloppe est toujours bloquée, en l'occurrence par le Congrès, à majorité républicaine. Est-ce que là, vous avez davantage d'inquiétude ? Oui, parce que là, on est vraiment dans le côté républicain, dans la course au cynisme politicien absolu, c'est-à-dire que je pense par ailleurs que ce qui se joue, ils instrumentalisent la question de la sécurité supposée en lien avec la question des migrants et de la frontière au Nouveau-Mexique. Bon, enfin, a priori, ce qui se joue, c'est un jeu cynique
politique que de ne pas laisser à Biden l'image aussi du sauveur du monde libre et de la photo de l'aide absolue à l'Ukraine. Il y a ça aussi qui se joue. Donc qu'est-ce qui va se passer en janvier? Je pense que c'est peut-être très optimiste ou naïf de ma part, mais je ne vois pas les États-Unis lâcher l'Ukraine. En revanche, là où c'est dramatique, là où c'est lunaire, c'est que en attendant que ces messieurs laissent peut-être un peu de côté le cynisme politique, des gens meurent, des villes sont détruites, des ravages sont effectués par l'armée russe en Ukraine, et de rappeler, parce que j'attendais tout à l'heure un auditeur, je crois, Jean-Pierre, de rappeler. C'est pas une question maintenant, après 2 ans, je pense, d'information grand public sur le sujet. Ce n'est pas être pour ou contre Volodymyr Zelensky ou Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky a un mandat. 80% des Ukrainiens ne veulent pas se rendre. 80% des Ukrainiens ne veulent plus de vivre sous le joug russe. Ils veulent leur liberté, ils veulent leur indépendance et ils veulent un chemin européen. Il y a eu quand même quelques contestations cette année concernant Volodymyr Zelensky en interne. Alors ça, en général, si je puis me permettre, parce que c'est important de comprendre... L'Ukraine est un pays démocratique où il y a la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas en Russie. Donc en Ukraine, il y a toujours eu des débats, des engueulades. Oui, mais c'est la loi martiale, c'est institutionnel, etc. Donc que les gens s'engueulent ou critiquent Zelensky, c'est une chose. Ça n'a rien à voir avec le sujet de se rendre ou pas à la Russie. Là-dessus, 80% sont d'accord, ils refusent toute négociation territoriale. Donc c'est ça aussi que portent les autorités ukrainiennes. Et par ailleurs, on va dire la dissidence à Zelensky, elle est à la marge en Ukraine, parce que entre le critiquer et vouloir changer de président, c'est 2 choses différentes. Oui, j'aimerais qu'on redonne quand même la parole au général Dominique Trinquant. Vous disiez justement que vous étiez assez pessimiste, vous, concernant cette aide financière venant des États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont capables finalement de ne pas débloquer cette aide? Est-ce que c'est une possibilité? Tout le problème, c'est le problème de la campagne électorale aux États-Unis. Je voudrais rappeler que je vais plus loin, si vous voulez. Le président Trump est un allié objectif de Poutine. Et Poutine est un allié objectif de Trump. Et les réseaux sociaux américains sont pleins actuellement de la désinformation russe, dans lequel, globalement, si vous voulez, les États-Unis, ça ne les concerne pas, cette guerre-là. Et je pense que les Européens doivent se préparer à se retrouver seuls à porter le fardeau. Mais ça n'est pas un sujet, je veux dire, porter seul le fardeau. Le vrai sujet qui se pose, c'est le problème de l'OTAN et de la capacité de défendre l'Europe contre la Russie. Ça, c'est un vrai sujet. Mais le soutien à l'Ukraine va basculer du côté des Européens. Et puisqu'on parle beaucoup des Européens, je voudrais juste attirer tous les auditeurs sur un objectif important qui sont les élections européennes du mois de juin. Là, il s'agit que les Européens marquent fermement leur engagement pour l'Europe et en soutien de l'Ukraine. Pour vous, c'est un des enjeux capitaux. C'est un enjeu capital. Vous comprenez bien que si on envoie à Bruxelles des députés, je ne les citerai pas, qui disent bah oui, la Russie a raison, pourquoi pas, etc., etc. C'est une catastrophe. Ou en tout cas, qui sont beaucoup plus nuancés sur la question. Oui, enfin, ils sont nuancés maintenant parce qu'ils se rendent bien compte que l'opinion publique n'est pas tout à fait dans ce... Mais à l'origine, ils n'étaient pas nuancés du tout. Hein, et donc, ça serait une catastrophe que nous envoyions des députés au Parlement européen qui sont un peu mous du genou, si j'ose dire, dans la défense de l'Europe. Ou financés par les Russes. Notamment le RN. En l'occurrence, sur le financement par les Russes du Rassemblement national, ce n'est plus le cas finalement, puisque leur emprunt a été soldé, en quelque sorte. C'est important aussi de le signaler. On vient de l'apprendre, hein, je précise, concernant ces frappes qui ont lieu donc en Ukraine, 250 000 consommateurs privés d'électricité dans Kiev et dans sa région. Et puis également la maison d'une parlementaire qui a été ciblée, dévastée par les frappes, apprend-on. La Russie va payer, dit-elle ce matin, effectivement. On continue d'en parler, d'en débattre avec notamment notre question du jour. On la rappelle, Laurence Perrault, sur notre compte Twitter Sud Radio. Avec plaisir. Selon vous, l'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre? Vous êtes actuellement 91% à dire non sur X. Vous continuez de voter. Quelle réalité pour cette guerre en Ukraine au 2 janvier 2024? On en parle ce matin sur Sud Radio avec nos 2 invités. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre « Ce qui nous
nous attend aux éditions Robert Laffont, mais également avec Aline Lebaille-Kremer, journaliste, cofondatrice de Stand with Ukraine, rassemblement en soutien à la résistance ukrainienne. On y revient dans quelques instants. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Avec le grand débat jusqu'à 10h, et on parle de l'Ukraine et de cette réalité aujourd'hui au 2 janvier 2024, avec cette question que l'on pose et qui a fait réagir pendant la pause nos invités sur X. Selon vous, l'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre ? 80% de non. La victoire, ça veut dire quoi ? On en parlera avec Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont, et Aline Lebaille-Kremer, journaliste, cofondatrice de Stand with Ukraine, un rassemblement en soutien à la résistance ukrainienne. Benjamin. Alors que le bilan s'alourdit du côté de Kiev, on parle désormais d'au moins 4 morts suite au bombardement de cette nuit et de ce matin. Général Dominique Trinquant, sur cette question de victoire ou pas cette année en 2024 pour l'Ukraine, est-ce qu'elle est encore possible, cette victoire, oui ou non ? Et quand on parle de victoire, de quel type de victoire peut-on parler ? Diplomatique, militaire ? Oui, alors vous avez raison, qu'est-ce que la victoire ? Je voudrais rappeler simplement que le président Poutine a perdu sa guerre. Parce que sa guerre, c'était d'annexer l'Ukraine. Et ça, il n'y arrivera pas. Donc, il a perdu. Il faut le marteler. Il faut arrêter de dire qu'il va gagner. C'est pas vrai. Il a perdu sa guerre. Maintenant, il faut le combattre sur la guerre qu'il veut mener, continuer à mener, dont il dit aujourd'hui que finalement l'Ukraine n'est qu'un prétexte, c'est l'Occident global. Donc nous parlions de l'Europe juste avant, c'est le problème de l'Europe. C'est qu'est-ce que veut l'Europe ? Est-ce qu'elle veut tenir notre société, notre démocratie face à une dictature qu'est la dictature du président Poutine. Je rappelle qu'il y a des élections en mars, il ne se pose pas de questions sur la victoire, il se pose simplement une question sur... On parle des élections européennes, peut-être qu'elles sont plus incertaines, on va dire, que les élections russes. Exactement, lui il ne se pose pas de questions sur la victoire, il se pose simplement la question de savoir s'il aura 80, 81 ou 79%. Vous comprenez ? Les Européens, il y a un véritable enjeu. Et ce véritable enjeu, c'est de faire perdre Monsieur Poutine dans la deuxième phase. Donc je répète qu'il a perdu la phase initiale puisqu'il n'a pas annexé l'Ukraine. La deuxième phase, c'est d'imposer ses conditions. Et il ne faut pas qu'il impose ses conditions, il faut que l'Ukraine soit en mesure de participer. Je dis pas que l'Ukraine va reconquérir tout, va tout faire comme... Vous savez, un objectif stratégique, c'est une chose. Mais ensuite, quand vous en arrivez à la discussion en fonction des rapports de force, vous êtes obligé de négocier. Ouais. Donc, que l'Ukraine soit obligée de négocier, oui, mais pas aux conditions de la Russie. C'est clair et net. Ce que dit, en tout cas, ce que demande effectivement la Russie. Aline Lebaille-Kremer, même question sur cette victoire ou non de l'Ukraine. Qu'est-ce qui serait pour vous, selon vous, une victoire de l'Ukraine dans ce conflit ? Le retour de l'Ukraine. Est-ce que c'est envisageable en 2024 ? Pardon. Le retour de l'Ukraine dans ses frontières de 1991. Ça, c'est la victoire de l'Ukraine. Et quand on parle de territoire, on oublie souvent aussi de parler, on parle de gens, c'est-à-dire, et de rappeler ce que c'est le Kremlin, le régime du Kremlin. La Russie, aujourd'hui, c'est une société sans journalistes, sans société civile, où l'homosexualité est pénalisée, où il est question de ne plus avoir le droit d'avorter, où il est question de gens plongés, des pans entiers de sociétés qui sont plongés dans la misère, de pauvres et des minorités qui sont envoyées en chair à canon sur le front, sur ordre d'une équipe qui globalement vole à peu près toutes les richesses du pays. C'est une société d'un point de vue économique qui est une des plus inégalitaires du monde. C'est ça la Russie d'aujourd'hui. Et c'est ça qui occupe des régions entières d'Ukraine où les gens, on le sait, disparaissent, sont torturés, vivent dans des univers quasi concentrationnaires, comme une enquête l'a démontré en ce moment quand on parle de la centrale. C'est des mots très forts que vous utilisez là. Oui, mais c'est très fort ce qu'il se passe. Et quand on parle de territoire et de négocier par centimètre carré et qu'on le dit de façon un peu neutre ou légère, de quoi on parle ? On parle de gens en ce moment qui subissent des tortures, des viols, etc. Dans ces territoires occupés. Donc on ne peut pas demander aux Ukrainiens de dire bon, on va négocier, salut, on vous laisse sous ces occupations-là. Ce n'est humainement pas possible, ce n'est éthiquement pas possible et ce n'est moralement pas il n'y a rien qui va dans cette façon d'envisager les négociations territoriales. On parle de gens, on parle de familles qui sont séparées d'ailleurs, on parle de gens qui ont des cousins dans ces zones-là, etc. On ne peut pas les abandonner. Donc en fait, on ne peut pas demander décemment aux Ukrainiens
de faire fi de ces territoires. Ce n'est pas qu'une histoire de roches et de terre, c'est des enjeux humains, politiques et de sécurité pour toute l'Europe, parce que de rappeler quand même que à partir du moment où on lâche devant Poutine, on le sait parce que ça fait des décennies que ça se passe comme ça, à partir du moment où on laisse passer et qu'on est faible à un endroit, il ira plus loin de toute façon. Donc en fait, sur la question... On le voit avec l'Ukraine typiquement, où il a avancé c'est pour ça que l'Ukraine veut reconquérir, c'est ça la victoire de l'Ukraine, ce n'est pas aller de détruire la Russie, c'est de reconquérir ses territoires et de retrouver sa population et de faire que les gens soient libres. C'est ça la victoire de l'Ukraine. Et je voulais rappeler quand le 24 février 2022, il y avait quand même énormément de gens qui ne mettaient pas un centime sur la résistance à Kiev et de l'Ukraine et qui était censée tomber en 3 jours. Ça ne s'est pas passé. Donc ça, c'est une première victoire, en tout cas. C'est ce que la victoire est possible avec l'aide des Européens et, si possible, des Américains. Mais la victoire, bien sûr qu'elle est possible si on s'y met tous. Général Dominique Trinquant, la victoire est-elle possible? Est-ce qu'on ne risque pas, encore une fois, de tomber dans une forme d'enlisement pour cette année? 22 février prochain, ce sera deuxième anniversaire de cette guerre en Ukraine. Alors, dans les mois qui viennent, je le répète, la stratégie de l'Ukraine doit être de tenir sur les positions sur lesquelles elle est. La défense russe a été très bien organisée par le général Surovikin pendant 6 mois. Et donc, percer cette défense est extrêmement compliqué. Actuellement, l'Ukraine contourne cette défense, en particulier dans la mer Noire. C'est quand même un phénomène qu'il faut souligner. L'Ukraine n'a pas de marine. Et elle a réussi à rejeter la marine russe hors de la mer Noire. Et le couloir entre Odessa et le Bosphore fonctionne à l'abri de la protection de l'OTAN, d'ailleurs. Donc, il faut le rappeler. Il s'agit de contourner. Puis il s'agit de trouver une parade et un autre moyen de percer. Alors là, je laisse à l'état-major ukrainien le soin de le faire, avec l'aide des alliés qui lui donnent. Il s'agit d'avoir des unités préparées, des armements, et puis une stratégie qui convienne. Les Américains avaient critiqué... Parce qu'il y a 2 questions qui se posent, effectivement, c'est est-ce qu'on a assez d'hommes en Ukraine pour percer la ligne russe? Ça, c'est une première question. Et est-ce qu'on n'a pas actuellement une pénurie des armements aussi? Alors la pénurie, elle est essentiellement dans le domaine des munitions. D'abord, il faut bien voir qu'il y a un problème stratégique. La concentration des efforts, c'est quelque chose d'important. Les Américains ont critiqué l'opération de la contre-offensive parce que les Ukrainiens ont attaqué sur 3 axes et qu'ils préféraient, eux, qu'on attaque sur un axe. Ils n'ont pas complètement tort. La concentration des efforts, c'est un principe stratégique majeur. Maintenant, pour concentrer les efforts, il faut avoir de quoi faire des efforts. Aujourd'hui, et le président russe le soulignait hier, il y a une guerre industrielle qui est lancée. C'est-à-dire la capacité de fournir le nombre de munitions nécessaires sur le front. Or, aujourd'hui, la Russie est rentrée en véritable économie de guerre. En Europe, c'est beaucoup plus lent. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons vécu 25 ans de dividendes de la paix, dans lequel notre industrie d'armement, je parle de tous les Européens, était réduite au minimum. Et donc, remonter cette pente est extrêmement difficile. Et il faut que l'industrie de guerre, je voudrais rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, là où il y a eu le changement de paradigme, c'est quand les États-Unis sont rentrés en guerre et que la machine économique américaine s'est mise à produire. Eh bien, il faut que la machine américaine se mette à produire, mais que la machine européenne se mette à produire également, pour fournir les moyens aux Ukrainiens de pouvoir monter probablement, c'est pas du tout la boule de cristal, mais probablement au printemps ou à l'été prochain, une capacité réelle. Et en attendant, eh bien, il faut trouver des contournements de la défense russe qui est en place aujourd'hui. Aline Lebaille-Crémer, cette guerre industrielle, en tout cas, elle est en passe aujourd'hui d'être perdue par l'Ukraine. C'est ça le risque, très concrètement? Ah, pas du tout. Elle n'a jamais été en passe d'être gagnée, tant les efforts pour amener l'Ukraine à s'autonomiser d'une certaine façon. On parle de Zelensky a annoncé la production de millions de drones, et de recherches qui se mettent en place, parce que oui, il y a une question d'armement technologique qui va faire la différence, ce qui rappelait Valéry Zaloujny, le chef de l'état-major, dans une tribune qui a beaucoup fait parler, où de cette guerre va se gagner d'un point de vue technologique, mais l'Ukraine a besoin de
d'armes à longue portée, elle a besoin de sécuriser son ciel, elle a besoin d'appui aérien. Et de rappeler que cet été, une tribune qui a été beaucoup moins commentée qu'une certaine, où il y a le très sérieux président d'un think tank très connu dans les milieux militaires qui s'appelle l'ISW, l'Institute of Study Awards, qui disait que de toute façon, aucun pays de l'OTAN n'aurait envoyé une contre-offensive ou de telles manœuvres sans appui aérien. Ouais. L'Ukraine a besoin d'appui aérien, donc elle a besoin d'avions, et de rappeler une grande victoire de l'Ukraine, parce que quand même, c'est quand même dans les fondements de tout ce qui se passe, c'est le choix des Ukrainiens, du peuple ukrainien, de s'engager sur un chemin européen. C'est pour ça aussi que Poutine lui fait la guerre depuis 2014. Et là-dessus, l'Ukraine... Les élections européennes seront donc très importantes pour l'Ukraine. L'Ukraine a gagné, et ça le rend fou, Poutine. Ça, il faut le rappeler. L'Ukraine a gagné son statut officiel de candidat, c'est-à-dire un chemin irréversible, un divorce irréversible avec la Russie. Et ça, c'est une énorme victoire pour le peuple ukrainien. Aline Lebaille-Crémer, je rappelle, vous êtes journaliste, cofondatrice de Stand with Ukraine, rassemblement en soutien à la résistance ukrainienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous également, général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur du livre, je le rappelle, Ce qui nous attend, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci à vous et très bonne journée. Ce qui nous attend également, juste après 10h, c'est de retrouver Valérie Expert et bien évidemment son invité. À tout de suite, bonne matinée. Très belle journée avec Sud Radio.